Par un froid matin de février 1934, dans une somptueuse demeure de style Renaissance française, dominant les collines du Missouri, un homme gisait dans son lit, tourmenté par la douleur. Son corps était ravagé depuis des mois par une maladie cardiaque, la goutte et l'hydropysie. L'agonie était devenue insupportable. Lorsque son chauffeur entra dans la chambre vers 8 heures du matin et alluma la radio pour écouter de la musique, il entendit un coup de feu. August Anheuser-Busch, senior, président de la plus grande brasserie d'Amérique, s'était donné la mort avec un revolver à crosse de nacre. Sur la table de chevet, à côté de lui, se trouvait un mot griffonné à la hâte. On pouvait y lire simplement « Au revoir, précieuse maman et adorables enfants ». Il avait souligné les mots « précieuse » et « adorable ». Le manoir où cette tragédie s'est déroulée n'était pas une maison ordinaire. C'était le domaine de la famille Bush, à Grants Farm, une vaste propriété qui avait autrefois appartenu à un futur président des États-Unis, un lieu où l'ambition était gravée dans la pierre, où les fortunes s'étaient élevées et effondrées, et où les fantômes de l'histoire américaine semblaient murmurer dans chaque couloir. Voici l'histoire de ce manoir. Une histoire de rêves immigrants et d'empires brassicoles, de présidents et de prohibitions, de glamour et de chagrin, une histoire où le triomphe et la tragédie ont côtoyé les deux mondes pendant plus d'un siècle. Mais pour comprendre les ténèbres qui allaient hanter ces murs, nous devons d'abord remonter là où tout a commencé, non pas en Amérique, mais de l'autre côté de l'Atlantique, dans un petit village allemand appelé Castel. Un jour d'été de 1839, un garçon naquit dans une famille de marchands de vin et de fournitures pour brasserie. Il s'appelait Adolphus Busch et était le 21e d'une fratrie de 22 enfants. Son père, Ulrich Busch, était un riche marchand qui veillait à ce que tous ses fils reçoivent une excellente éducation. Le jeune Adolphus fréquenta des écoles dans les mines, puis l'Institut collégial de Bruxelles. À l'adolescence, il avait déjà un sens aigu des affaires et une ambition encore plus grande. En 1857, à seulement 18 ans, Adolphus prit une décision qui allait changer l'histoire américaine. Il quitta les rues pavées familières d'Allemagne et embarqua sur un navire à destination du Nouveau Monde. Il arriva à la Nouvelle-Orléans, puis remonta le Mississippi jusqu'à Saint-Louis, dans le Missouri, une ville grouillante d'immigrants allemands et offrant d'innombrables opportunités. Il n'avait ni argent, ni relations, ni plan d'avenir. Il avait un plan, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, une confiance inébranlable en lui-même. Ses premières années en Amérique furent difficiles. Adolphus travaillait comme commis sur les quais, chargeant des marchandises et apprenant le rythme du commerce le long du Mississippi. Il économisait le moindre sou. À la mort de son père, lorsqu'il reçut un petit héritage, il le fit fructifier. Il s'associa avec un autre immigrant allemand, Ernst Wattenberg, pour fonder une entreprise de fournitures brassicoles. Il vendait du hopelon, du malt et du matériel aux dizaines de petites brasseries qui avaient fleuri à travers Saint-Louis pour étancher la soif de la population allemande. C'est grâce à cette entreprise qu'Adolphus rencontra Eberhard Anheuser, un fabricant de savon prospère qui avait récemment repris une brasserie en difficulté, la brasserie bavaroise. La bière qu'elle produisait était de l'avis général médiocre à mieux. Mais Eberhard avait quelque chose qui attira l'attention d'Adolphus. Il avait deux magnifiques filles. Le 7 mars 1861, Adolphus épousa Lily Anheuser, la fille d'Eberhard, dans une double cérémonie où son frère Ulrich Anheuser épousa la sœur de Lily, Anna. Ce fut une union qui allait se révéler à la fois romantique et remarquablement stratégique. Que presque immédiatement, après le mariage, la guerre de sécession éclata, et Adolphus s'engagea dans l'armée de l'Union. Il servit comme caporal, et à la fin de la guerre, il retourna à Saint-Louis avec la discipline d'un soldat et l'ambition d'un entrepreneur. Adolphus rejoint la brasserie en difficulté de son beau-père et commença à la transformer. Là où d'autres voyaient l'échec, il voyait le potentiel. Le problème, réalisa-t-il, n'était pas seulement la qualité de la bière, c'était l'approche entière du brassage et de sa vente. D'autres brasseries pensaient local. Adolphus, lui, pensait national. Il devint obsédé par l'innovation. En 1873,
il découvrit un moyen de pasteuriser la bière pour qu'elle puisse supporter de longs voyages sans s'altérer. Ce fut révolutionnaire. Avant la pasteurisation, la bière devait être consommée à proximité de son lieu de brassage. Désormais, elle pouvait voyager à travers le pays. Adolphus fut également pionnier dans l'utilisation des wagons réfrigérés, créant une flotte de wagons réfrigérés qui pouvaient transporter sa bière de Saint-Louis vers des villes situées à des centaines de kilomètres. Mais sa plus grande innovation fut Budweiser elle-même. En 1876, en collaboration avec son ami Karl Conrad, Adolphus développa une pilsner de style bohémien, plus légère, plus vive et plus rafraîchissante que les fortes bières allemandes qui dominaient le marché. Il la baptisa Budweiser, en référence à la ville tchèque de Budovice qui brassait de la bière depuis le XVe siècle. Les Tchèques appelaient leur bière la bière des rois. Avec son audace caractéristique, Adolphus a inversé le slogan. Budweiser, a-t-il déclaré, serait le King of Beers. En 1879, l'entreprise fut rebaptisée Anheuser-Busch. À la mort d'Eberhard Anheuser l'an suivant, Adolphus devint président. Sous sa direction, la brasserie connut une croissance fulgurante. Dès 1901, elle avait dépassé Pabst pour devenir la plus grande brasserie d'Amérique, vendant plus d'1 million de barils de bière par an. Adolphus Busch devint immensément riche. Il vivait comme un roi, possédant des mansions à Saint-Louis, en Californie et à New York. Il bâtit une villa privée en Allemagne qu'il nomma Villa Lily en hommage à sa femme bien-aimée. Il voyageait en wagon privé, organisait des fêtes légendaires et faisait preuve d'une générosité extraordinaire. Il fit don de centaines de milliers de dollars à l'université Harvard pour la création d'un musée germanique. Il contribua au financement des secours aux sinistrés et des institutions éducatives à travers le pays. Malgré tout son succès, Adolphus n'oublia jamais ses origines. Il resta fidèle à ses origines allemandes, s'entourant de sa famille et de ses traditions. Et il rêvait de créer quelque chose qui lui survivrait, quelque chose qui ancrerait la famille Busch à jamais en Amérique. Ce rêve allait prendre forme sur un terrain aux abords de Saint-Louis, une propriété à l'histoire aussi remarquable que l'homme qui allait la transformer. Un lieu appelé Grant's Farm. L'histoire de cette terre ne commence pas avec des barons de bière, mais avec un jeune soldat nommé Ulysses Simpson Grant. En 1843, Grant sortit diplômé de l'Académie militaire de West Point et fut affecté à la caserne Jefferson, près de Saint-Louis. C'est là qu'il se lia d'amitié avec son colocataire, Frederick Dent, qui l'invita à visiter la plantation familiale, une propriété appelée White Haven. Le domaine des Dent s'étendait sur 344 hectares de collines du Missouri. Le domaine était exploité par des dizaines d'esclaves et supervisé par le colonel Frederick Dent, un fier gentleman du Sud. À son arrivée à Whitehaven, Grant fut immédiatement frappé par sa beauté. Mais il fut encore plus frappé par une autre personne, Julia Dent, la sœur cadette de Frederick. Il s'éclaircit la gorge. Julia était pleine de vie, chaleureuse et totalement différente des femmes réservées que Grant avait connues dans l'Ohio. Il commença à se rendre fréquemment à Whitehaven, s'échappant de la caserne dès qu'il le pouvait. Leur idylle s'épanouit parmi les chênes et les prairies du domaine. En 1844, sous un arbre majestueux de la propriété, Grant demanda Julia en mariage. Elle accepta, mais le devoir militaire l'appela. Grant fut envoyé combattre lors de la guerre américano-mexicaine et les jeunes amoureux furent séparés pendant 4 longues années. Finalement, en 1848, ils se marièrent. En guise de cadeau de mariage, le père de Julia leur offrit 80 acres de la propriété de Whitehaven pour y bâtir leur avenir. Grant passa les années suivantes à enchaîner les affectations militaires, souvent séparé de Julia et de leur famille grandissante. En 1854, il démissionna de l'armée, las des séparations et aux prises avec des démons intérieurs. Il retourna à Whitehaven, déterminé à devenir agriculteur. C'était une décision née de l'espoir, mais vouée à des épreuves. Grant se consacra à l'agriculture avec la même détermination qu'il avait montrée sur le champ de bataille. Il planta du blé et des pommes de terre, coupa du bois pour le vendre à Saint-Louis et travaillait du matin au soir.
Pour offrir à sa famille une maison, il décida de construire une cabane de ses propres mains. En 1855 et 1856, Grant abattit des arbres, tinta des rondins et construisit une simple cabane à 2 étages sur ses terres. Elle était rudimentaire et sans charme, bien loin de l'élégante maison de Whitehaven située à proximité. Julia essayait de la rendre plus chaleureuse, en disposant ses jolies plaids, ses livres et ses paniers à l'intérieur, mais même elle ne put masquer l'aspect rustique de la cabane. On l'appelait « Hard Scrabble ». Ce nom se voulait une plaisanterie, une remarque sarcastique sur la pauvreté du sol et les conditions difficiles, mais il se révéla prophétique. Grant connut des difficultés en tant qu'agriculteur. La sécheresse ravagea ses corpos. Le gel détruisit ses moissons. L'économie s'effondra autour de lui. Il tenta de vendre du bois de chauffage au coin des rues de Saint-Louis, debout dans le froid, les mains calleuses et le cœur lourd. Rien ne semblait fonctionner. Après moins de 3 mois passés dans la maison de Hardscrabble, Julia le convainquit de retourner à Whitehaven, après le décès de sa mère et le besoin d'aide de son père. La guerre de sécession allait bientôt rappeler Grant à l'ordre, cette fois pour mener l'armée de l'Union à la victoire, et finalement devenir le 18e président des États-Unis. Mais Hardscrabble demeurait là, humble monument à une époque antérieure à la grandeur, où un futur président avait connu les difficultés et les échecs, comme tout homme. Après sa présidence, Grant espérait retourner à Whitehaven et finir ses jours à élever des chevaux sur les terres du Missouri qu'il aimait tant. Mais un désastre financier frappa. Dans les années 1880, Grant se retrouva mêlé à une escroquerie de Wall Street orchestrée par le partenaire de son fils, Ferdinand Ward. La firme fit faillite, laissant Grant ruiné. Désespéré de rembourser ses dettes, il céda Whitehaven, Hardscrabble et la totalité des 646 acres restantes à William Henry Vanderbilt. Grant mourut en 1885, quelques jours seulement après avoir achevé ses mémoires. Il ne revit jamais sa chère Mie, la ferme Missouri, à nouveau. Vanderbilt finit par vendre la propriété à Luther Kahn, un ancien capitaine confédéré. Et en 1903, Kahn vendit les 273 acres du Sud à un homme dont la famille allait les transformer à jamais. Cet homme était August Anheuser-Busch Sr., le fils aîné d'Adolphus Busch. Au tournant du siècle, August Sr. avait pris sa place dans l'empire familial, apprenant tous les aspects du métier de brasseur depuis ses débuts. Il avait travaillé comme apprenti brasseur, maîtrisé l'art de la fermentation et gravi les échelons chez Anheuser-Busch. Lorsqu'Adolphus acheta la propriété pour son fils, elle était destinée à être une retraite à la campagne, un lieu pour la chasse, les chevaux et les réunions de famille, loin de l'agitation de Saint-Louis. Mais Auguste Senior avait des ambitions plus grandes. Il voulait plus qu'un simple pavillon de chasse. Il voulait un palais. En 1910, la construction d'une demeure destinée à rivaliser avec les plus grands domaines européens commença. Auguste engagea le cabinet d'architectes Frédéric Widman et Thomas Walsh, spécialistes de l'architecture de brasserie, qui avaient participé à la conception de bâtiments pour l'exposition universelle de 1904. Avec le légendaire géomètre Julius Spitz et le paysagiste George Kessler, ils conçurent un domaine qui mettrait en valeur la richesse, le goût et le pouvoir de la famille Busch. La demeure qu'ils créèrent s'élevait sur 3 étages au-dessus d'un sous-sol complet, comptant 26 pièces et 14 bains. Son style était néo-renaissance française, inspiré par le grand château de la vallée du Loir. Mais contrairement à ces palais français et à leurs décorations sculpturales élaborées, la demeure des Busch reflétait une sensibilité allemande marquée. La façade était plus sobre, plus masculine, construite en briques rouges plutôt qu'en calcaire clair. Elle évoquait la puissance sans frivolité, la richesse sans excès. À l'intérieur se trouvait un véritable trésor d'artisanat et d'art. 6 vitraux Tiffany représentaient des cerfs se tenant dans des forêts brumeuses, les bois capturant la lumière. Les plafonds étaient perforés par endroits pour laisser descendre le son de la salle de bal du 3e étage, dans toute la maison, emplissant chaque pièce de musique lors des fêtes. Une armurerie richement ornée exposait des trophées de chasse du monde entier. Les sols alternaient entre chênes polis, noiseaux précieux et marbre étincelant.
Les salles de réception présentaient des plâtres travaillés et les murs étaient ornés de peintures de l'Ouest américain, réalisées par des artistes comme Frederick Remington et Oscar Burninghouse. C'était une célébration de l'élégance européenne et de l'esprit pionnier américain, une expression parfaite de la famille d'immigrants qui avait conquis les deux mondes. La construction dura 3 ans et coûta 300 000 $. Une somme colossale pour l'époque. Lorsque le manoir fut enfin achevé en 1913, il s'imposait comme l'une des plus somptueuses demeures privées du Midwest américain. Auguste Senior et son épouse Alice s'y installèrent avec leurs enfants, prêts à entamer leur règne en tant que famille royale de la brasserie américaine. Mais 1913 fut aussi marqué par une tragédie. Le 10 octobre de cette année-là, Adolphus Busch, le patriarche qui avait bâti l'Empire, mourut dans sa villa en Allemagne. Sa dépouille fut rapatriée à Saint-Louis, où près de 100 000 personnes se massèrent le long des rues pour ses funérailles. Il fut inhumé dans un mausolée gothique du cimetière Bellefontaine, entouré de vignes sculptées qui représentaient à la fois sa région viticole allemande natale et sa bière bien-aimée. Auguste Busch père hérita de la direction d'Anheuser-Busch et de l'immense responsabilité de guider l'entreprise à travers certaines des années les plus tumultueuses de l'histoire américaine. Quelques mois après sa prise de fonction, il dut faire face au déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui provoqua une vague de sentiments anti-allemands déferlant sur le pays. Les Américains d'origine allemande, autrefois célébrés pour leur industrie et leur culture, furent soudainement perçus avec suspicion. Les qualités mêmes qui avaient fait la renommée de Budweiser, son héritage allemand, ses traditions brassicoles ancestrales, devinrent alors des handicaps. Puis surgit une menace encore plus grande. Le mouvement de tempérance, qui avait gagné en puissance pendant des décennies, atteignit enfin son but ultime. En janvier 1920, le 18e amendement entra en vigueur. La prohibition avait commencé. La fabrication, la vente et le transport de boissons alcoolisées étaient désormais illégaux dans tous les États-Unis. Pour la plupart des brasseries, la prohibition était synonyme de mort. Des centaines d'entreprises qui avaient prospéré depuis des générations ont tout simplement disparu. Mais Auguste Senior refusa de laisser mourir l'héritage de son père. Il transforma Anheuser-Busch avec une ingéniosité remarquable. Il se tourna vers des produits qui permirent à l'entreprise de survivre. Ils produisirent du sirop de malt, que les brasseurs amateurs pouvaient utiliser pour fabriquer leur propre bière. Ils fabriquèrent de la levure de boulanger, des produits à base de maïs, de la crème glacée et des boissons gazeuses. Ils construisirent des wagons frigorifiques et vendirent du matériel frigorifique. Ce fut une lutte acharnée pour la survie, mais elle fonctionna. Anheuser-Busch resta solvable pendant les 13 longues années de la Prohibition, attendant le jour où les Américains retrouveraient la raison et où la bière coulerait à nouveau à flot. Ce jour arriva enfin le 5 décembre 1933, lorsque le 21e amendement abrogea la Prohibition. Auguste Senior était à la brasserie à minuit, aux côtés de ses fils, Adolphus III et Auguste Junior, connus de tous sous le nom de Gussie. Ensemble, ils regardèrent la première caisse légale de Budweiser sortir de la chaîne de production depuis plus de 10 ans. Cela aurait dû être le plus bon moment de la vie d'Auguste Senior. Mais les années de lutte avaient laissé des traces. Sa santé déclinait depuis des mois. Une maladie cardiaque rendait chaque respiration difficile. La goutte lui causait des douleurs fulgurantes dans les articulations. L'hydropsie provoquait des œdèmes. L'homme qui avait sauvé la brasserie par sa seule volonté constatait maintenant que sa volonté ne pouvait plus sauver son corps. Et il y avait une autre blessure, une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. 3 ans plus tôt, la veille du Nouvel An 1930, le petit-fils d'Auguste Senior, âgé de 13 ans, avait été enlevé sous la menace d'une arme lorsqu'il se rendait à la ferme de Brandt pour une fête de famille. Le garçon, Adolphus Horwine, surnommé Buppy par sa famille, fut retenu pendant 20 heures dans une ferme isolée avant qu'une rançon de 60 000 $ n'obtienne sa libération. L'enfant fut rendu sain et sauf, mais la terreur de cette nuit hanta la famille. Cet enlèvement s'inscrivait dans une vague d'enlèvements survenus pendant la Grande Dépression visant les familles fortunées.
Un rappel que même les plus grandes fortunes ne pouvaient garantir la sécurité. Début 1934, Auguste Senior ne supportait plus ses souffrances. En ce froid matin de février, dans la chambre du manoir qu'il avait fait construire pour célébrer le triomphe de sa famille, il appuya un revolver à crosse de nacre contre son abdomen et pressa la détente. Le jury du coroner se réunit au manoir même. Ils entendirent le témoignage du chauffeur qu'il avait trouvé. Ils apprirent qu'un médecin lui avait administré de la morphine seulement 7 heures auparavant. Ils conclurent à un suicide des suites d'une longue maladie. Des milliers de personnes affluèrent à la ferme de Grant pour lui rendre hommage. Sénateurs et brasseurs se tenaient côte à côte pour contempler le cercueil de bronze recouvert de lys de la vallée. Auguste Senior avait laissé des instructions pour être enterré non pas dans le mausolée gothique de Bellefontaine avec ses parents, mais au cimetière de Sunset Burial Park, à proximité de la ferme de Grant. Même après sa mort, il souhaitait rester près du domaine qu'il aimait tant. Alors que le cortège funèbre remontait Graver Road vers le cimetière, les personnes présentes cueillaient des orchidées parmi les décorations en guise de souvenir. La police dut repousser la foule qui s'approchait de la tombe. Le manoir tomba dans le silence. Alice, la veuve d'Auguste Senior, emménagea dans une maison plus petite sur la propriété, appelée le cottage. La grande maison, comme la famille l'appelait, demeura vide et en attente. Pendant 20 ans, elle ne serait le théâtre que de rares réunions de famille, ces vastes pièces résonnant des souvenirs de l'homme qui les avait construites. Mais l'histoire de la ferme de Grant était loin d'être terminée. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Un chapitre qui redonnerait au domaine sa splendeur d'antan, qui verrait des présidents et des célébrités arpenter ses couloirs, qui ferait de la famille Bush ce qui se rapprochait le plus de la royauté en Amérique, et un chapitre qui apporterait de nouvelles tragédies à la hauteur des anciennes. Ce chapitre serait écrit par un homme qui était là la nuit de la mort de son père. Un homme à la personnalité aussi imposante que le manoir lui-même. Un homme qui se marierait 4 fois. Père de 11 enfants, il régnait sur un empire brassicole et une équipe de baseball avec la flamboyance d'un roi médiéval. Son nom était August Anheuser Busch Jr., mais le monde le connaissait simplement sous le nom de Gussie. Né le 28 mars 1999, Gussie était tout le contraire d'Auguste Senior réservé. Là où Auguste Senior était méthodique et prudent, Gussie était audacieux et impulsif. Là où son père préférait la contemplation tranquille, Gussie avait soif d'action, d'attention et d'aventure. Il adorait les voitures rapides, les belles femmes, la chasse, les chevaux et, par-dessus tout, la bière. La légende familiale raconte que le premier liquide à avoir touché les lèvres de Gussie n'était pas le lait de sa mère, mais une Budweiser. Vrai ou non, cette histoire a capturé quelque chose d'essentiel chez cet homme. La bière coulait dans ses veines, littéralement, depuis sa naissance. Jeune homme, Gussie s'est investi à fond dans l'entreprise familiale avec l'intensité qui le caractérisait. Pendant la Prohibition, tandis que son père gérait la stratégie de survie de l'entreprise, Gussie travaillait dans les ventes, apprenant à charmer les clients et à conclure des ventes. Il développa un don pour la publicité et la promotion qui le rendra plus tard légendaire. À la fin de la Prohibition, en 1933, c'est Gussie qui imagina l'un des coups marketing les plus brillants de l'histoire des affaires américaines. Il fit livrer des caisses de Budweiser au président Franklin Roosevelt à la Maison-Blanche par un chariot rouge rutilant tiré par 8 magnifiques chevaux Clydesdale. L'image captiva l'imagination du pays. L'Amérique émergeait des ténèbres de la Prohibition et de la Dépression, célébrait avec de la bière dorée et de nobles chevaux. Les Clydesdales allaient devenir le symbole durable d'Anheuser-Busch, indissociable de Budweiser elle-même. Mais en 1934, alors que Gussie assistait aux funérailles de son père, il n'était pas encore le maître de l'Empire. Celui revint à son frère aîné, Adolphus Busch III. Gussie allait devoir patienter, il lui faudrait faire ses preuves et surmonter les épreuves qui l'attendaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gussie s'engagea volontairement dans l'armée à l'âge de 43 ans et obtint le grade de lieutenant-colonel. Il fut affecté au Pentagone où il supervisa la production de munitions. Il fut promu colonel et reçut la Légion du Mérite pour ses services. Mais même en uniforme, Gussie resta Gussie.
Ses amis de l'époque se souvenaient comment lui et ses compagnons sentaient la poudre ensemble, comme Gussie aimait à le dire en plaisantant. Il parlait de poudre pour le visage, pas de poudre à canon. Lorsque son frère Adelus mourut subitement le 29 août 1946, Gussie accéda enfin au trône qu'il avait convoité toute sa vie. Il devint président d'Anheuser-Busch à 47 ans et il entreprit immédiatement de transformer l'entreprise avec la même audace qu'il déployait dans tout ce qu'il entreprenait. Mais le manoir de Grants Farm restait vide, un monument magnifique témoignant d'un passé douloureux. Gussie était retourné au domaine après l'échec de son second mariage, mais il habitait dans l'une des petites maisons et non dans la grande maison où son père était décédé. Les souvenirs y étaient encore trop vifs, les ombres trop profondes. Il faudrait l'arrivée d'une jeune femme suisse, une belle blonde au sourire radieux, pour enfin redonner vie à la grande maison. Elle s'appelait Gertrude Buholzer, et son arrivée allait marquer le début de l'ère la plus glamour de Grants Farm et aussi le début de nouveaux chapitres de déchirure à venir. En 1949, Gussie Busch se rendit en Suisse pour affaires. Un soir, à Lucerne, il entra dans un restaurant familial appelé la Vieille Maison Suisse et aperçut une jeune femme qui y travaillait comme hôtesse. Elle avait 22 ans, svelte et d'une beauté saisissante, avec des cheveux blonds et un sourire chaleureux qui semblait illuminer la pièce. Elle s'appelait Gertrude Buholzer et Gussie fut immédiatement conquis. Il dépensa une somme considérable ce soir-là, trouvant toutes les excuses pour rester plus longtemps et lui parler. Avant la fin de la soirée, il l'avait invitée à sortir, et avant même la fin de ce premier rendez-vous, il l'avait demandé en mariage. C'était du pur Gussie, impulsif, romantique et absolument certain de pouvoir obtenir tout ce qu'il voulait. Il y avait juste un problème. Gussie était encore marié à sa seconde épouse, Elisabeth, bien qu'ils fussent séparés depuis des années. Elisabeth était une femme raffinée, à l'allure aristocratique, lassée des fêtes interminables de son mari, de son obsession pour les chevaux et la chasse, et de son habitude de chanter à tue-tête des chansons d'aboire allemandes tard dans la nuit. Elle ne partageait pas ses passions, et leur mariage s'était refroidi. Mais Gussie savait être patient quand il le fallait. Il courtisa Gertrude, que tous ceux qui la connaissaient, de l'autre côté de l'océan et au fil des années, appelaient Trudy. Il la combla de lettres, de cadeaux et de promesses d'une vie au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Finalement, en mars 1952, un mois après la finalisation de son divorce, Gussie et Trudy se marièrent. Elle avait 25 ans, il en avait 53. Trudy apporta à la ferme de Grant quelque chose qui manquait depuis 20 ans. Elle y apporta la vie. À sa demande, la grande maison rouvrit enfin ses portes. Les pièces restées silencieuses depuis la mort d'Auguste Senior furent nettoyées, restaurées et de nouveau emplies de fleurs et de rires-sons. Trudy s'investit dans son rôle de maîtresse de maison avec enthousiasme et grâce. Elle organisa des fêtes, accueillit les invités et transforma le domaine en un lieu mondain et prestigieux. Le couple vivait comme des membres de la royauté européenne, transplantés dans la campagne de Missouri. On les portoifiait rarement sans qu'ils soient habillés d'une tenue d'équitation impeccable le jour et d'une tenue de soirée élégante le soir. Le domaine accueillait des fêtes traditionnelles allemandes qui auraient rendu Adelus Busch fier. Il y avait la réunion annuelle où le personnel recevait ses primes et portait un toast en champagne. Il y avait la fête des récoltes où la famille et les amis se régalaient de saucisses et de bière brune en chantant des chansons folkloriques entraînantes. Et il y avait le bal annuel du Bridal Spur Hunt Club, l'événement social le plus glamour de Saint-Louis. La ferme de Grant devint le lieu où les puissants venaient présenter leur respect. Des présidents s'y rendirent, des dignitaires étrangers y furent reçus. Des célébrités d'Hollywood et de sport côtoyaient des sénateurs et des magnats d'affaires. En 1950, Harry Truman en personne vint au domaine, accueilli par Trudy et un défilé de chevaux Clydesdales. Mais Gussie ne se contentait pas de garder son paradis privé. En 1953, il prit une décision qui allait changer Saint-Louis à jamais. Il acheta l'équipe de baseball des St. Louis Lewis Cardinals pour 7,8 millions de dollars, sauvant ainsi la franchise d'un déménagement à Milwaukee. C'était une décision commerciale, certes. Posséder l'équipe signifiait que Anheuser-Busch pouvait contrôler les droits de diffusion locaux et transformer le stade en ce que Gussie appelait une immense taverne à ciel ouvert. Mais c'était aussi une histoire d'amour. Gussie adorait les Cardinals et s'investit dans son rôle de propriétaire avec son enthousiasme habituel. L'année suivante, en 1954, Gussie ouvrit des parties de la ferme de Grant au public gratuitement. L'idée est venue de l'épouse d'un joueur après que Gussie ait organisé une fête pour les Cardinals au domaine.
Elle a suggéré que les familles ordinaires adoreraient découvrir tout ce que la ferme avait à offrir. Gussie a écouté. Bientôt, des milliers de visiteurs affluaient chaque été pour admirer les animaux exotiques, faire un tour en tramway dans le parc aux cerfs et bien sûr déguster gratuitement des échantillons de Budweiser dans la cour Bauernhof de style allemand. Le Bauernhof lui-même était un chef-d'œuvre d'architecture bavaroise, construit par le père de Gussie des décennies plus tôt. Ses imposantes charpentes en bois et son style traditionnel donnaient aux visiteurs l'impression d'être transportés dans un village de la campagne allemande. Des statues de cigognes perchées sur les toits étaient censées porter chance. Les écuries abritaient les magnifiques Clydesdales, ces doux géants devenus synonymes de Budweiser dans le monde entier. La ferme de Grant abritait également une ménagerie étonnante. À son apogée, plus de 1000 animaux provenant des 6 continents erraient sur la propriété. Des bisons paissaient aux côtés de zèbres, des chameaux croisaient des kangourous. Des éléphants, des émeus et des cerfs exotiques créaient un paysage qui ressemblait davantage à une savane africaine qu'à une ferme du Missouri. C'était l'arche de Noé privée de Gussie, un témoignage de son amour des animaux et de sa détermination à faire tout en grand. Les visiteurs de la ferme durant ces années fastes pouvaient apercevoir Gussie lui-même, se promenant parmi ses chevaux bien-aimés ou discutant avec les invités. Il était impossible de le manquer. Une figure plus grande que la vie coiffée de son chapeau de cow-boy emblématique, entourée d'une suite de familles, d'amis et d'employés. La grande maison et ses 22 acres environnants restèrent privés, mais tout le reste fut partagé avec le public dans un acte de générosité qui valut à Gussie l'admiration de Saint-Louis. Sous sa direction, les Cardinals remportèrent 3 championnats des séries mondiales et Anheuser-Busch devint la plus grande brasserie du monde. Dans les années 1960, Budweiser était véritablement devenue la reine des bières, dominant le marché américain. Gussie avait réalisé le rêve de son grand-père au-delà de tout ce qu'Adolphus aurait pu imaginer. Mais les mêmes ombres qui hantaient la ferme de Grant depuis sa création ne disparurent jamais complètement. La tragédie, semblait-il, était tissée dans les pierres mêmes du domaine. Gussie et Trudy eurent 7 enfants ensemble, portant le nombre total d'enfants de Gussie à 11 issus de ses 4 mariages. La grande maison résonnait des voix des enfants et le domaine était devenu un paradis pour les enfants qui pouvaient monter à cheval, s'ouaimer, jouer avec des animaux exotiques et explorer des centaines d'hectares de nature sauvage du Missouri. La benjamine de Gussie et Trudy s'appelait Christina. Née en 1966, elle était la prunelle des yeux de son père. Gussie, qui avait 67 ans à sa naissance, la chérissait de tout son cœur. Christina était brillante, belle et pleine de vie. Le 6 décembre 1974, le jour de la Saint-Nicolas, Christina voyageait en voiture lorsqu'elle fut impliquée dans un accident. Elle n'avait que 8 ans. Ses blessures furent mortelles. Christina Busch mourut. Et avec elle, une partie de Gussie mourut aussi. Cette perte le bouleversa profondément. Il sombra dans une profonde dépression et se mit à boire beaucoup, bien plus que sa légendaire capacité ne le lui permettait. Son comportement à la brasserie devint erratique. Il prit des décisions qui inquiétèrent le conseil d'administration. Certains de ses proches murmurèrent qu'il semblait souffrir de démence. Ce n'était pas tout à fait cela. C'était un chagrin immense et accablant qui détruisait un homme qui avait toujours semblé indestructible. Puis vint le coup suivant. En 1978, Trudy demanda le divorce. Après 26 ans de mariage, elle n'en pouvait plus. Les raisons officielles ne furent jamais entièrement divulguées, mais les proches de la famille comprenaient. L'alcoolisme de Gussie, son chagrin, son comportement de plus en plus difficile avaient rendu la vie insupportable. Trudy quitta le domicile conjugal et finit par partager son temps entre une maison en ville et à la campagne et un chalet en Suisse. Les enfants restèrent à la ferme de Grant avec leur père, mais le pire était encore à venir. Durant cette même période terrible, le fils aîné de Gussie, Auguste Busch III, orchestra ce qu'on ne peut qualifier que de coup d'État. Le conseil d'administration, alarmé par le comportement de Gussie, vota pour le destituer de la direction de l'entreprise qu'il avait dirigée pendant 3 décennies. Auguste III, qui avait passé toute sa vie à se préparer à prendre la relève et à qui son père avait répété que rien n'était garanti, finit par accéder au pouvoir. Gussie était anéanti. Trahi par son propre fils, divorcé par sa femme, détruit par la perte de sa fille, il se retira à la ferme de Grant tel un roi blessé en exil. Le manoir, qui avait été le théâtre de tant de joie, voyait désormais un vieil homme errer dans ses couloirs, entouré des souvenirs de tout ce qu'il avait perdu. Mais les tragédies qui hantaient la ferme de Grant ne se limitaient pas à la génération de Gussie. Elles semblent se transmettre de génération en génération comme une malédiction. En 1976,
2 ans seulement après la mort de Christina, une autre horreur se déroula entre les murs du manoir. Peter Bush, l'un des fils de Gussie et Trudy, n'avait que 20 ans et était connu dans sa famille pour sa fascination pour les armes à feu. Il s'était déjà blessé accidentellement à la jambe en s'entraînant au tir rapide sur la propriété. Le 10 février 1976, Peter se trouvait dans une chambre de la grande maison avec son meilleur ami, David Lear, le fils de 23 ans d'un homme d'affaires local. Selon le récit de Peter, il manipulait un revolver Colt 357 Magnum chargé lorsqu'il le jeta sur le lit. Le coup partit. La balle frappa David Lear au visage à quelques mètres seulement, le tuant sur le coup. L'enquête qui suivit souleva des questions troublantes. La police détermina que le canon de l'arme se trouvait à quelques mètres du visage de la victime au moment du tir. Le scénario décrit par Peter sembla invraisemblable à beaucoup. Néanmoins, Peter fut inculpé d'homicide involontaire. Il plaida coupable et fut condamné à 5 ans de mise à probation. Il ne passa jamais un seul jour en prison. David Lear fut enterré au cimetière Valhalla de Saint-Louis. Peter Bush obtint finalement une lucrative concession de bière en Floride. Ce fut un schéma qui allait se répéter dans la famille Bush. Une tragédie suivie d'un emmêlement judiciaire, puis de verdicts qui semblaient remarquablement cléments compte tenu des circonstances. Gussie Bush continua à vivre à la ferme de Grant pendant 13 ans après son éviction de l'entreprise. Il se maria pour la 4e fois, en 1981, cette fois avec Margaret Snyder, son ancienne secrétaire personnelle. Elle devint la première femme à siéger au conseil d'administration d'Anheuser-Busch. Mais Margaret mourut en 1988 d'une embolie pulmonaire, laissant Gussie à nouveau seul. Le 29 septembre 1989, August Anheuser-Busch Jr., celui que l'on appelait Gussie, décéda à la ferme de Grant à l'âge de 90 ans. Son testament de 78 pages devint une lecture incontournable pour quiconque souhaitait comprendre les complexités de la dynastie Bush. Il y laissait des instructions détaillées pour la distribution de ses biens, ses possessions, y compris des tableaux spécifiques qui devaient être restitués de Suisse s'il s'y trouvait à sa mort. Mais le testament révéla également les divisions au sein de la famille. August Bush III, le fils aîné de Gussie et successeur, ne reçut qu'un seul objet, un télégramme en or transmis d'Adolphus à Auguste Senior, puis à Gussie. Rien d'autre. Le symbolisme était sans équivoque. Même après sa mort, Gussie n'avait pas pardonné au fils qui lui avait pris son entreprise. La ferme de Grant fut placée dans une fiducie au profit des enfants de Gussie issus de son mariage avec Trudy. La grande maison ne servirait plus de résidence permanente. Elle devint un lieu de rassemblement pour les événements familiaux, un espace pour les réceptions privées et le symbole d'une dynastie qui avait atteint son apogée et commençait à décliner. Mais le chapitre le plus sombre de la tragédie de la famille Bush était encore en train de s'écrire, cette fois par le petit-fils de Gussie, August Bush IV. Le IV, comme on l'appelait parfois, avait été préparé dès sa naissance à diriger l'empire familial. La légende raconte que la première boisson qu'il but fut une Budweiser, comme ce fut le cas pour son grand-père. Il grandit à l'ombre de la grande maison, entouré de richesses, de privilèges et d'attentes. Il était beau, charismatique et téméraire à parts égales. Le 13 novembre 1983, Auguste IV, alors âgé de 20 ans et étudiant à l'Université d'Arizona, tard dans la nuit, quitta un bar de Tucson avec une jeune femme nommée Michelle Frédéric, serveuse et mannequin de 21 ans. Auguste conduisait sa Corvette noire, et la voiture roulait vite. Dans un virage, sur une route réputée accidentogène, la Corvette se retourna. Michelle Frédéric fut éjectée par le toit ouvrant, la voiture lui roula dessus, elle fut probablement tuée sur le coup. Auguste IV prit la fuite. Il n'appela pas les secours, il ne signala pas l'accident. Au lieu de cela, il parvint, on ne sait comment, à rejoindre sa maison de ville située à 4 mates de là. Lorsque la police le retrouva finalement des heures plus tard, ils le trouvèrent hébété et ensanglanté, souffrant d'une fracture du crâne. Il prétendit souffrir d'amnésie. Il affirma ne se souvenir de rien. Sur le lieu de l'accident, les enquêteurs ont trouvé des canettes vides de Bud Light éparpillées près de l'épave. À l'intérieur de la voiture, ils ont découvert un portefeuille contenant 2 permis de conduire au nom d'Auguste Bush IV et une arme de poing. À son domicile, ils ont trouvé un fusil à canon scié. L'enquête a traîné en longueur pendant 7 mois. Les avocats de la famille se sont opposés au prélèvement d'échantillons de cheveux et de fibres. Au moment où les analyses toxicologiques ont pu être effectuées, il ne restait plus d'alcool dans le sang d'Auguste.
Finalement, les autorités ont refusé de porter plainte invoquant des preuves insuffisantes. Auguste Bush IV s'en est sorti indemne de la mort de Michel Frédéric sans avoir à comparaître une seule fois devant un tribunal. 2 ans plus tard, en 1985, Auguste a été impliqué dans un autre incident. Il conduisait sa Mercedes lorsque des agents de stupéfiants en civil ont déclaré qu'il avait failli les renverser. Une course-poursuite s'est engagée qui n'a pris fin que lorsqu'un agent a crevé un de ses pneus. Auguste affirma qu'il pensait que la voiture de police banalisée contenait des ravisseurs. Un jury l'acquitta des accusations d'agression. Malgré ces scandales, Auguste IV continue. Il devint directeur marketing et contribua à la création de certaines des campagnes publicitaires les plus mémorables de l'entreprise, dont les célèbres grenouilles Budweiser. En 2006, lorsque son père, Auguste III, prit sa retraite, Auguste IV réalisa enfin ce pourquoi sa famille l'avait préparé toute sa vie. Il devint directeur général d'Anheuser-Busch, mais son règne fut bref et se termina par une défaite cuisante. En 2008, le conglomérat brassicole belge InBev proposa de racheter Anheuser-Busch pour 52 milliards de dollars. Auguste IV lutta contre cette offre de rachat, mais finalement, le conseil d'administration, y compris son propre père, vota pour accepter l'offre. D'un trait de plume, plus de 150 ans de propriété familiale des Busch prirent fin. L'entreprise qu'Adeflus avait bâtie à partir de rien, qu'Auguste Senior avait sauvé pendant la Prohibition et que Gussie avait transformé en la plus grande brasserie du monde, passa entre des mains étrangères. Auguste IV devint le dernier Busch à diriger l'entreprise créée par ses ancêtres. Les tragédies ne s'arrêtèrent pas là. Le 19 décembre 2010, la petite amie d'Auguste IV, une mannequin en herbe de 27 ans nommée Adrienne Martin, fut retrouvée morte dans son lit, dans son manoir de Huntley, dans le Missouri. L'autopsie révéla qu'elle était décédée d'une surdose mortelle d'oxycodone et de cocaïne. Le décès fut considéré comme une overdose accidentelle. Aucune accusation ne fut jamais portée contre Auguste IV, bien que sa famille ait par la suite intenté un procès et obtenu un accord à l'amiable. Une fois de plus, la mort avait frappé un proche d'un héritier Bush. Une fois de plus, des questions persistaient et une fois de plus, la justice semblait rester hors de portée. Aujourd'hui, la ferme de Grant se dresse toujours sur ces collines ondulantes du Missouri, témoignage des triomphes et des tragédies de la dynastie Bush. Le manoir de style Renaissance française domine toujours le parc aux serres, sa façade de briques rouges usée par plus d'un siècle de saison. La cabane rustique qu'Ulysses a construite de ses propres mains se dresse toujours près de l'ancienne voie du tramway, la seule structure construite de la main d'un président américain qui subsiste. En 2017, après des années de querelles familiales concernant l'avenir de la propriété, 5 des enfants de Gussie, issus de son mariage avec Trudy, ont accepté d'acheter la ferme de Grant et de continuer à l'exploiter comme attraction touristique. Les Clydesdales défilent toujours dans le Bowenhof, les animaux exotiques errent toujours dans le parc aux cerfs et les visiteurs affluent toujours par les milliers chaque été pour découvrir un pan d'histoire américaine. La grande maison reste la propriété privée de la famille Bush. Elle n'est plus une résidence, mais un lieu de réception pour les mariages et autres événements. Des couples échangent leurs vœux dans les mêmes pièces où les présidents ont dîné et où la tragédie a frappé. Le passé et le présent coexistent, séparés seuls par l'épaisseur des murs du manoir. Aujourd'hui, à la ferme de Grant, on peut sentir le poids de l'histoire peser de toutes parts. C'est une terre où un futur président, jadis, peina à gagner sa vie sur une terre difficile, où des immigrants allemands ont bâti un empire à partir de houblon et d'ambition, où des fortunes se sont faites et perdues, où l'amour a fleuri et s'est éteint, où des coups de feu ont résonné dans les chambres et la champagne a coulé à flots dans les ballerots. La famille Bush a offert à l'Amérique sa bière la plus célèbre et ses chevaux les plus emblématiques. Ils ont offert à Saint-Louis son équipe de baseball et ses plus grands bénéficteurs. Ils ont donné au monde un aperçu de ce à quoi le rêve américain pouvait ressembler dans toute sa splendeur, la plus extravagante. Mais ils ont aussi démontré, maintes et maintes fois, que la richesse ne protège pas du chagrin d'amour, que la puissance ne peut empêcher la tragédie et que les plus grandes demeures peuvent devenir des prisons pour ceux qui y vivent. Auguste Bush Senior fit construire cette grande maison comme un monument à la réussite de sa famille. Il n'imagina pas qu'elle deviendrait le lieu de sa propre mort. Gussie la transforma en un palais de glamour et de festivité, sans jamais se douter que le chagrin et la trahison entraient ces dernières années. Et les générations suivantes apprirent ce que chaque grande famille finit par découvrir, que les ombres s'allongent à mesure que l'héritage grandit.
La demeure est toujours là. Les portes sont toujours ouvertes. Les Clydesdale défilent toujours. Et l'histoire de la famille Bush, avec toute sa gloire et toute son obscurité, continue de se dérouler entre ces murs. Une histoire écrite de briques et de bière, de triomphe et de tragédie, dans l'éternel combat humain entre les rêves et la réalité qui nous attend tous. La famille, jadis unie autour d'un but commun, se retrouve désormais dispersée et divisée. Certains restent à Saint-Louis, veillant sur ce qui reste de l'héritage, d'autres partent, poursuivant leurs propres aventures loin de l'ombre de la grande maison. Billy Bush, l'un des fils de Gussie et Trudy, fonde sa propre brasserie et devient une personnalité de la télé-réalité, exposant le drame familial à un nouveau public. Le nom Bush, jadis synonyme d'industrie et de réussite américaine, apparaît désormais aussi souvent à la une des tabloïds qu'en pages économiques. Pourtant, quelque chose de remarquable persiste à la ferme de Grant. Malgré les scandales, malgré les tragédies, malgré la perte de la compagnie, c'est ce qui a donné au domaine toute sa signification. La propriété continue d'attirer des centaines de milliers de visiteurs. Chaque année, des familles amènent leurs enfants nourrir les chevreaux de la mini-ferme, comme le faisaient d'autres familles il y a 60 ans. De jeunes couples posent pour des photos devant les écuries des Clydesdale, émerveillés par ces mêmes magnifiques chevaux qui tiraient autrefois des chariots de Budweiser jusqu'à la Maison-Blanche. Des touristes du monde entier empruntent les mêmes chemins où Ulysses Grant a jadis connu des difficultés, et où les manias de bière régnaient en maître. C'est peut-être là le véritable héritage de Grant's Farm. Non pas les scandales ou les suicides, ni les fusillades ou les overdoses, mais la simple joie qu'il a apportée à des millions de personnes ordinaires au fil des décennies. Gussie Bush avait compris quelque chose de profond lorsqu'il a ouvert ses portes en 1954. Il avait compris que la richesse ne vaut rien si elle ne peut être partagée, qu'un manoir n'est qu'un bâtiment vide si personne ne vient l'admirer, que le plus beau cadeau d'une famille au monde n'est peut-être pas ses produits ou ses profits, mais les expériences qu'elle crée pour les autres. Les Clydesdale défilent encore dans la cour les après-midi d'été, leurs sabots emplumés frappant les pavés en parfait rythme. Les enfants s'émerveillent encore à la première vue de ces doux géants, tout comme leurs grands-parents des générations auparavant. La tradition se poursuit, immuable, un lien reliant le passé au présent, dans un monde qui change un peu plus avec chaque année qui passe. Et dans la grande maison, derrière les grilles qui séparent le monde privé de la famille du domaine public, les portraits d'Adilphus et de Lily sont toujours accrochés au mur. Auguste Senior nous regarde depuis son cadre avec la même expression qu'il avait de son vivant. Fier et déterminé, Gussie reste éternellement jeune sur les photographies de ses jours de gloire, entouré de ses chevaux et de ses chiens, et des attributs d'un royaume qu'il a bâti de ses propres mains. Ils sont tous là, les vivants et les morts, les célèbres et les scandaleux, ils sont tissés dans la trame même du lieu. Ils font autant partie de la ferme de Grant que les chênes centenaires qui bordent l'allée ou les cerfs qui errent dans le parc. Leurs histoires, avec toute leur complexité et leurs contradictions, forment la véritable histoire de cet endroit remarquable. Car au fond, l'histoire de la famille Bush n'est pas seulement une histoire de bière, de baseball ou de milliards de dollars, c'est l'histoire de ce qui arrive lorsque des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires et découvrent que succès a un prix qu'aucune fortune ne pourra jamais complètement payer. C'est l'histoire des manoirs que nous construisons et des fantômes qui viennent les hanter. C'est l'histoire du rêve américain dans toute sa splendeur et toutes ses ombres. Chaque grande dynastie américaine a ses triomphes et ses tragédies, ses moments de gloire et ses heures de sombre. La famille Bush a simplement vécu les siens plus publiquement que la plupart. Leurs victoires ont fait la une des journaux et leurs échecs ont été disséqués dans les tribunaux et dans les foyers du pays. Ils n'étaient jamais ordinaires, pas dès l'instant où le jeune Adilphus a posé le pied sur ce bateau d'Allemagne avec pour seul bagage son ambition. Et c'est peut-être pourquoi leur histoire continue de nous fasciner, pourquoi les visiteurs viennent encore à la ferme de Grant et se tiennent devant la grande maison, imaginant les vies qui se sont déroulées derrière ses fenêtres. Nous voyons dans la famille Bush le reflet de nos propres espoirs et de nos propres peurs, de nos propres rêves de réussite et de notre terreur face à ce que réussite pourrait nous coûter. Nous voyons ce qu'Amérique promet et ce qu'Amérique exige en retour. Le manoir est toujours là, les grilles toujours ouvertes, les Clydesdale défilent toujours et l'histoire de la famille Bush, avec toute sa gloire et toute son obscurité, continue de se dérouler entre ces murs.
Une histoire éclite de briques et de bière, de triomphes et de tragédies, dans l'éternel combat humain entre les rêves et la réalité qui nous attend tous. Et c'est une histoire que la ferme de Grant continuera de raconter tant que ses murs resteront debout et que le vent du Missouri murmurera dans ses corridors, emportant avec lui les échos des rires et des larmes, des toasts à champagne et des coups de feu. L'histoire d'une famille qui a osé rêver grand et qui a payé le prix que tel rêve exige toujours.